Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle table ronde des femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc la deuxième de l'année 2016, qui a été préparée par Brenza Jansi et que vous pourrez suivre en direct sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, mais également grâce à l'application Periscope. Nous sommes ici reçus par l'EPITA. On m'a demandé de me présenter, donc je vais le faire en quelques mots. Je suis diplômée d'une école de journalisme, mais je suis étudiante-chercheuse à l'école des hautes études de sciences sociales à l'Université de Genève et en formation état-major au sein de la Marine nationale. C'est donc moi qui vais modérer ce débat. Avant de commencer, je voulais également juste signaler que tout au long de ces échanges, n'en déplaise aux puristes, les mots numérique et digital seront employés indifféremment. Alors... Le numérique est-il une chance pour les femmes? C'est la question que l'on va donc se poser tout au long de notre soirée avec nos expertes et nos experts qui sont venus ce soir faire un état des lieux et vous apporter leur expérience. Ils seront ensuite à votre disposition pour toutes vos questions. Nous sommes donc accueillis pour cette deuxième table ronde au sein de l'EPITA. L'EPITA qui délivre depuis 1984 un diplôme d'ingénieur. Plus de 30 ans après sa création, l'école s'est donnée pour mission d'intéresser les jeunes femmes au métier d'ingénieur. Vous allez nous en reparler tout à l'heure, mais je vais tout de suite vous présenter nos expertes et experts. Et je commence par vous, Florence Mazard. Bonsoir. Vous êtes ingénieure en informatique de formation, diplômée de l'NCIE. Vous avez également un DUG de maths et physique. Vous êtes actuellement directrice de transformation dans les services opérés au sein du groupe Nokia. Vous menez plusieurs projets à l'international pour votre groupe tout en restant en France. Vous nous expliquerez pourquoi et comment. Vous me confiez également que votre diplôme d'ingénieur vous avait permis d'avoir plusieurs métiers. Vous avez travaillé entre autres dans l'aérospatial militaire, dans le multimédia ou encore les télécommunications. Et vous avez 3 passions, la transformation de votre entreprise, l'engagement dans la diversité sociale et l'aviation. Vous êtes à vos heures libres, pilote privé. Vous apporterez un témoignage riche sur votre parcours et vos engagements pour la parité et l'égalité que vous menez. Bonjour également Yann Bonnet. Vous êtes secrétaire général du Conseil national du numérique, ingénieur également de formation, vous êtes diplômé de l'Institut supérieur d'électronique de Paris, vous avez été consultant chez IBM, Accenture ou encore Orsip. Et depuis 2013, vous travaillez pour le Conseil national du numérique, qui, je le rappelle, est un organisme consultatif mais indépendant qui rend des avis, y fait des propositions sur tout ce qui touche au numérique. La particularité de cette CCI, c'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes, et vous nous en parlerez tout à l'heure. Bonjour également Catherine Reicher. Vous êtes directrice de communication pour l'Europe du Sud chez Yahoo. Les pays que vous couvrez sont la France, l'Italie et l'Espagne. Vous êtes diplômée du CELSA et vous avez une double formation en communication et en marketing. Vous avez travaillé chez PC City Monster avant d'intégrer en 2012 Yahoo. Vous menez en front une carrière professionnelle dense et un engagement pour la diversité, des valeurs que vous partagez avec votre famille puisque vous êtes la maman d'une fille. Justement, vous nous parlerez de cette triple expérience personnelle mais également professionnelle qui vous pousse à vous engager pour une plus grande équité dans le monde du travail. Et j'en viens à vous. Vous jouez à domicile puisque vous êtes le directeur de l'EPITA. Vous avez une formation en intelligence, un doctorat en intelligence artificielle soutenu à Paris 6 et vous êtes, félicitations, officier de la réserve citoyenne spécialisée en cyberdéfense. Vous êtes le président de la commission enseignement numérique Campus France et en tant que directeur d'une école d'ingénieurs, vous vivez cette pénurie des filles. Je vais donc vous poser la première question et mettre les pieds dans le plat. À l'EPITA, au niveau des filles, on en est où ? Bien, bonjour, merci d'avoir organisé cet événement dans nos locaux. Le problème des femmes dans l'enseignement supérieur, c'est quelque chose qui nous touche effectivement depuis longtemps, puisque nous avons une demande des entreprises de plus en plus forte quant au recrutement de femmes ingénieurs, en particulier dans le numérique. Et je dois constater, à mon grand regret, que les chiffres ne sont pas ceux que j'espère au sein des effectifs de l'école. Cela fait maintenant plus de 15 ans que j'ai pris la direction de l'EPITA. Je crois que nous avons toujours flirté entre 5 et 10% de filles chaque année dans les promotions. Donc très très loin de ce que l'on pouvait espérer. Et quand on fait un petit peu le panorama des écoles d'ingénieurs,
on voit un chiffre supérieur de jeunes femmes, puisque l'on est à peu près à 27-28% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Mais lorsque l'on extrait les écoles d'ingénieurs dans la bio, dans l'agriculture, dans la chimie, dans ces sciences fort loin du digital pour la plupart, eh bien, on a un pourcentage qui s'effondre. Et on arrive plutôt aux alentours de 15% de femmes. Alors pourquoi sommes-nous en dessous encore de cette moyenne? Parce que nous sommes une école purement dédiée au numérique. Nous sommes une école purement soft. Mes collègues d'école d'ingénieurs, moitié électronique, moitié informatique, sont à une valeur supérieure. C'est-à-dire la mécanique, l'électronique vont faire moins peur aux jeunes femmes que le numérique pur tel que nous le représentons aujourd'hui. Et pourtant, et c'est la question que je vais vous poser, Yann Bonnet, aujourd'hui c'est un secteur, je vais devoir prendre votre micro par contre, c'est un secteur où il y a une large offre d'emploi. Quel est votre diagnostic sur le sujet ? Et effectivement, on est dans une sorte, il y a une sorte de paradoxe. Si on en croit un certain nombre d'études, d'ici 2020, les emplois vont doubler dans le secteur notamment de l'informatique, du numérique. Et pourtant, comme vous le disiez, on est face à un manque flagrant de femmes dans le numérique. Donc je pense qu'on va avoir le temps dans la table ronde d'aborder un certain nombre de sujets, mais il va falloir qu'on lutte contre un certain nombre de stéréotypes et qu'on essaye de faire en sorte que l'informatique ne soit pas vue comme quelque chose qui est réservé aux geeks et aux hommes, parce que c'est un véritable gâchis d'un point de vue économique, puisqu'il y a des emplois, et c'est une valeur, une ressource rare en ce moment, et en plus il y a des problèmes démocratiques, puisque si on laisse uniquement aux hommes la possibilité de penser, de faire ce que va être notre société numérique à l'avenir, on va le voir, ça va poser plein de problèmes. Alors je vais demander votre réaction à toutes les deux, Madame Recher. En Europe, les spécialistes des technologies de l'information et de la communication sont à plus de 80%, exactement 81,9% des hommes selon Eurostat. Il faut savoir, en 2005, elles représentaient 22% de la profession. En 10 ans, les TIC ont créé près de 2,5 millions d'emplois en Europe, mais parmi ceux-ci, à peine plus de 200 000 sont revenus à des femmes. Est-ce que ça vous fait réagir ? Oui, forcément que ça me fait réagir. Je ne peux pas penser que les femmes puissent louper ce tournant. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, vous énonciez les problèmes que ça peut créer ou les opportunités manquées. Je dirais, pour moi, il y a une notion de pouvoir. Il y a une notion de pouvoir qui sera détenue majoritairement à certains niveaux par des hommes. Je ne peux pas croire que les femmes puissent ne pas jouer un rôle dans cet enjeu de pouvoir aussi. Hein, on n'en parle pas souvent, mais c'est des fois un mot tabou, mais je tiens à le dire. D'autre part, moi, je pense qu'aujourd'hui, on manque de rôle modèle, enfin de modèles. On a peut-être une image effectivement des geeks ou je sais pas qui fait que je disais à votre directeur que j'étais très très étonnée. Je suis largement plus âgée que vous et moi j'ai fait une école purement informatique aussi, de codage. Oui, j'ai fait ça comme tout le monde hein, qui débute. J'ai apprécié, je dois dire, et on était 25%. Hein, c'était 25% des promos et pendant au moins 10 ans après moi. Donc j'étais très très étonnée de cette baisse. Honnêtement, surtout que si on regarde les chiffres de l'UNESCO, hein, dont je vous avais parlé, Héloïse, sur les écoles, je dirais, du tertiaire, on voit par exemple, donc en France, vous disiez une moyenne de 25% globalement, en Chine on est à 45%, presque 50%. Donc il y a aussi un décalage dans le monde, parce qu'il faut penser mondialisation, on n'est pas tout seul. Hein, donc je pense qu'il ne faut pas louper ça. Et moi, ce que je suggérerais, c'est que parfois, il m'arrive de témoigner dans les collèges, puisque c'est là aussi qu'il faut agir, je pense. Et c'est vrai que les rôles modèles, c'est sur une classe de 30 avec 15 filles, c'est une avocate, une gynécologue, le reste c'est décoratrice, puéricultrice. J'ai rien contre ces métiers-là, qu'on soit clair. Simplement, on retrouve pas mal de modèles, je dirais de la télé, sur Internet et autres, et aussi le poids social, parce que y a les grands-parents, il y a les parents. Très récemment, une amie dont la fille est rentrée en maths sup me disait qu'on lui avait dit « Mais est-ce que c'est pas trop dur pour ta fille ?» Donc ces mots-là, on ne les entend pas pour les garçons. Donc je dirais, moi je pense qu'il faut vraiment aller vers les rôles modèles, les témoignages dans les écoles au plus jeune âge pour ancrer ça, je dirais, que tout est possible.
Tout est possible. Alors justement, vous parliez d'international. Justement, Yahoo est une entreprise internationale et vous m'expliquiez que justement les fonctions tech étaient rarement détenues par des femmes, surtout en France. Comment vous l'expliquez Comment ça se passe un peu dans votre maison? Oui, alors moi j'ai la chance d'avoir une entreprise, une des trois grosses, enfin une entreprise pionnière d'Internet qui est dirigée par une femme. Donc on parle de rôle modèle, c'est important, on pourra y revenir. Maintenant, effectivement, Yahoo a toujours été une entreprise qui a été très paritaire vis-à-vis des femmes, c'est-à-dire que on a toujours vu des femmes à des postes à haute responsabilité. En France, la directrice générale est une femme. On a eu une directrice commerciale, une directrice aussi de la zone Europe-Moyen-Orient qui était une femme. Et donc on le voit quand on ne se pose pas la question du genre dans l'évolution professionnelle, eh bien, on retrouve de nombreuses femmes à des postes d'encadrement. Ça, c'est une chose, ça n'enlève pas le problème, effectivement, des fonctions tech. Et aujourd'hui, nous, on a 35% de femmes, en gros, chez Yahoo. On tombe à 17% dès qu'on est dans les fonctions tech. Voilà, donc tout de suite on voit le gap. Donc ça veut dire que dans une entreprise qui est dans une volonté globale de diversité, une boîte américaine où toutes les diversités sont valorisées et font partie de la vie de l'entreprise. On parle de la diversité de race, de genre, tout ce qu'on veut, de religion, etc. Quand on sait que c'est favorisé et qu'on n'arrive pas à augmenter ce chiffre dans les fonctions tech, c'est qu'il y a un problème. Donc effectivement, le problème, il est à la base, vous le disiez, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'ingénieurs qui sortent des écoles, d'ingénieurs femmes, et qu'évidemment, on a beau chercher, on n'en trouve pas assez pour faire remonter les chiffres. Moi, je trouve que la diversité, c'est une question qui est fondamentale pour notre société. On est dans une société où on consomme des produits divers, des services, et il faut de la diversité pour penser, élaborer, développer ces produits. Et cette diversité, elle passe aussi par des produits qui sont pensés par des femmes, par des hommes, par des femmes. Ça apporte une richesse et c'est extrêmement important que dans cette perspective-là, les femmes fassent partie de cette révolution numérique qui est en train de se passer en ce moment. Alors, dans cette partie un peu état des lieux qu'on est en train de faire, j'aimerais qu'on aborde deux sujets, si vous le voulez bien. Le premier, c'est la 4e révolution industrielle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, un rapport a été diffusé par le World Economic Forum, organisateur du forum de Davos, qui indique que la 4e révolution industrielle entraînera la perte de plus de 5 millions d'emplois, en particulier des emplois détenus par des femmes, et qu'elles seraient les grandes perdantes de la 4e révolution industrielle. Cette révolution va-t-elle se faire sans les femmes ? Est-ce que quelqu'un veut bien répondre à cette question ? Je suis plus du côté enseignement, même si on suit les demandes des entreprises au plus près. Je crois que cette révolution, c'est un tournant, comme toute révolution, et que les femmes ne peuvent pas être absentes de ce moment. C'est totalement inenvisageable. On est en train de bâtir une nouvelle société, alors qu'il y aura des conséquences en termes d'emploi, oui, mais on a toujours vu arriver dans ces évolutions des pertes d'emplois dans des secteurs, des créations d'emplois dans d'autres secteurs. Donc parler de perte globale, c'est trop réducteur. Il faut regarder ce que l'on va créer en face comme nouveaux services, comme nouveaux métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que l'on est sur un vrai changement de paradigme. Et que si les femmes ne sont pas présentes à ce tournant, c'est toute la société que l'on est en train de bâtir qui sera bancale. Donc c'est pas seulement est-ce que le digital est une chance pour les femmes, c'est est-ce que la société peut se passer aujourd'hui des femmes dans cette transformation digitale. Et je crois que là, s'il y a une perte de certains types d'emplois, ce n'est pas en tout cas dans le digital que cette perte se produira. Et au contraire, la demande ne fera que se renforcer dans ce secteur-là. Yann Bonnet ?
Je suis totalement d'accord. On est face à une transformation, une révolution de notre société qui est pas du tout uniquement une transformation technologique, mais il y a énormément d'innovation, de design, de la façon de s'éduquer, de communiquer. Et donc il faut absolument que à la fois nos politiques comprennent que cette question de cette transformation de notre société n'est pas uniquement, je le répète, une histoire de geeks, de spécialistes. On le voit dans l'actualité avec, par exemple, Uber, Airbnb et compagnie. Il y a une transformation totale de plein d'aspects de notre économie. Et il faut absolument qu'on soit le maximum de personnes à réfléchir, à agir, à avoir les compétences. Donc il y a un rôle de l'éducation qui est énorme. Sinon, on va pas pouvoir profiter de cette opportunité vis-à-vis de notre société que représente le numérique. Et effectivement, il y a un certain nombre d'études, notamment Oxford. Là, il y a une étude d'Oxford il y a quelques mois qui expliquait qu'il est possible que d'ici, je ne sais plus exactement les dates, mais d'ici 2020-2030, il y ait 50% des emplois qui soient automatisables. Donc il y a des vraies questions si c'est vrai, c'est la question du siècle. Et donc il y a une façon on a l'obligation de repenser un certain nombre de modèles de fonctionnement de notre économie, et il faut absolument impliquer les femmes là-dessus. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un certain nombre de process qui vont être reproduits, de discrimination. Et il y a des chercheurs, par exemple, qui ont montré qu'ils ont fait des tests sur des sites de recherche d'emploi. Ils ont montré que si on était une femme, en fait, les algorithmes qui avaient été conçus par des hommes faisaient apparaître que les femmes on leur proposait des postes qui étaient moins bien rémunérés. Je veux dire, c'est scandaleux. Donc il faut absolument que les femmes, qu'on arrive là encore à essayer de trouver les différents moyens, on va en reparler, mais pour que tout le monde investisse ce champ et faire en sorte qu'il y ait plus d'équité et que la société fonctionne mieux. On va reparler justement des différences de rémunération. Je veux vous entendre également, Catherine Recher, sur cette question. Oui, je suis entièrement d'accord. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le numérique, on voit l'émergence de nouveaux métiers qui sont beaucoup liés aux données aussi. Il y a des maîtres mots aujourd'hui dans le numérique. On a le programmatique, donc effectivement l'automatisation des modes d'achat. On a aussi j'ai perdu le mot. Donc l'émergence de nouvelles, la data effectivement, qui est un autre mot clé qui est extrêmement important. Donc on va avoir besoin de data scientists, de fonctions comme ça, un petit peu dans tous ces métiers scientifiques. Il faut que les femmes fassent partie de ces nouveaux métiers, c'est extrêmement important. Et donc je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Quand je dis tous, c'est à titre individuel et c'est ce qu'on fait là, mais c'est aussi en tant que société pour essayer de ratisser large et d'aller chercher des femmes et des filles, je veux dire, c'est au plus jeune âge que ça commence, pour leur démontrer l'intérêt de ces métiers scientifiques. Il y a beaucoup de préjugés sur ces métiers-là qui sont ennuyeux, pour beaucoup de filles. Et effectivement, ça n'est pas que ça. Donc, il y a beaucoup d'éducation, de pédagogie à faire et de déconstruction aussi de stéréotypes qui sont à faire dès le plus jeune âge pour que on emmène avec nous toutes ces jeunes filles qui doivent embrasser le numérique également. Alors avant de passer au volet sur l'éducation, c'est une enquête sur les femmes et le numérique qui a été publiée, sur les femmes et le numérique en 2015, qui vient d'être publiée. Il y aurait 10% d'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans la catégorie des ingénieurs, consultants et cadres en particulier. Tout à fait. Alors juste un mot, je voudrais préciser toutes les jeunes filles et jeunes hommes aussi qui sont là. On s'éclate dans le métier d'ingénieur et en informatique, je peux vous confirmer. Moi, j'ai fait joujou avec le Rafale, sur le copilote électronique, avec les missiles. Ça m'amuse, il y en a que ça amuse, mais on s'amuse. On s'amuse et ça, je voudrais vraiment faire passer ce message parce que non, il n'y a pas de doute, on s'amuse bien.
Et ça, je pense qu'on n'arrive pas à le donner dans la société, on n'arrive pas à le faire ressortir qu'il y a un côté plaisant. Je me lève tous les matins, moi je vais travailler, je m'amuse. Donc voilà, pas tous les jours non plus, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Pour reparler des salaires, et justement, c'est pas le tout de pouvoir embaucher des femmes, comme vous le disiez, la difficulté de les embaucher, c'est aussi de les garder. Donc l'égalité salariale, elle est très importante. Dans Nokia, donc en 2011, en France notamment, on a signé un accord salarial avec les organisations syndicales, avec une enveloppe pour rattraper le salaire des femmes. Hein, parce qu'il y avait un constat qu'effectivement, à position égale, travail égal et salaire pas égal. Donc au début, tout le monde était un peu sceptique, honnêtement, moi aussi. Je peux confirmer puisque j'en ai bénéficié. Et c'est vrai qu'il y a eu un rattrapage et on a re-signé maintenant un accord, c'est en cours de négociation, et pour continuer. Donc ça, c'est aussi important que les entreprises, notamment, pensent à recruter, mais gardent aussi et les fassent évoluer pour que, voilà, parce qu'il y a aussi des fois où on voit les femmes ingénieures qui finalement elles n'arrivent pas à progresser dans la recherche et développement, dans la recherche, donc elles vont aller vers un autre métier, peut-être financier, qui est intéressant aussi, et finalement elles sortiront de l'entreprise technique pour aller dans une autre entreprise. Donc cette notion d'écart salarial est très importante. Je vais juste, pour une anecdote, vous faire part de la réaction des hommes à ça. Eh bien, en tant que femme, dans certains services, ça a été très dur à gérer, puisqu'il y a eu une espèce de jalousie, étant donné qu'on était dans une entreprise en crise. À l'époque, je vous rappelle, Alcatel-Lucent vient d'être racheté par Nokia, donc vous avez suivi ce qui s'est passé peut-être dans les médias. On a été en crise très longtemps, et donc dans des périodes de crise, c'est très dur. Hein, donc il y a eu une espèce de retour qui était difficile aussi à vivre pour les femmes. Mais pourquoi tu as été augmentée ? Eh ben parce que moi, j'ai 12 ou 20% de salaire de moins que toi qui fait la même chose. Et donc ça, c'est pour ça que derrière ça, il y a aussi, on parlait de citoyenneté, il y a aussi, on ne fait pas cette révolution-là sans les hommes. Donc je vois quelques jeunes hommes ici, j'espère que globalement, quand vous serez manager ou autre, vous aiderez aussi vos collègues, parce que c'est aussi très important. Et à l'inverse, tout ce que les femmes pourront gagner, je dirais, dans cette approche, vous seront bénéfiques aussi, je pense, pour un équilibre familial, pour le fait de ne pas avoir à aller prendre vos petits déjeuners à 6 heures avec le patron, parce qu'il faut faire ça et c'est sympa, et que sinon on n'est pas dans le club. Donc toutes ces choses-là, ça aussi, ça pourra vous être bénéfique. Alors cette révolution ne se fera pas sans les hommes. Je vais vous entendre sur ce sujet tous les quatre. On va parler des rôles modèles, on va parler également de l'éducation et j'aimerais commencer par le directeur de l'école. Vous m'avez dit lors de nos entretiens que vous essayez de faire passer des messages à vos élèves masculins pour, entre guillemets, garder les filles. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout ça ? Oui, je crois que lorsqu'on est dans une situation de déséquilibre aussi forte que celle que nous vivons en ce moment, il y a un véritable besoin d'éducation, et cela revient sur on retombe exactement sur ce qui vient d'être dit, de faire que les hommes soient sensibles à ce décalage et qu'ils soient aussi acteurs du rééquilibrage qui doit se faire. Alors, comment ça peut se caractériser ? Eh bien, quand vous êtes dans un tel déséquilibre, je citais effectivement un exemple que c'est une petite plaisanterie sympathique qui peut être faite d'un jeune homme à sa copine de classe au moment d'un rendu d'un projet en lui disant « Dis donc, t'as une sacrée bonne note pour une fille ». Et c'est pas très malin, mais c'est pas très méchant comme blague, c'est pas très grave. Sauf que quand vous êtes dans une situation de déséquilibre où vous avez 10% de filles dans la promotion, il y a forcément 15 autres garçons qui vont trouver exactement la même blague tout aussi drôle. Et la malheureuse va se retrouver dans la même journée avec un défilé d'hommes humoristiques, tous en train de lui dire exactement la même bêtise. Et on a été amené ces dernières années, lorsque l'on fait les réunions de rentrée avec les petits nouveaux, leur dire « Messieurs, vous avez la chance d'avoir 10% de filles, vous auriez pu en avoir moins. Il va falloir les garder, il va falloir aussi être vigilant sur votre attitude avec elles, et ce que vous pouvez prendre pour un comportement anodin, vu de l'autre côté, peut devenir quelque chose de franchement déplaisant. Donc ça, c'est quelque chose qui est
du vécu au quotidien, d'avoir le sentiment de se dire on se traite de la même façon entre hommes et femmes. Et puisqu'on est sur ce domaine de la formation, on l'a déjà évoqué un instant tout à l'heure, le problème remonte bien plus tôt dans la formation. On a parlé du lycée, on parle du collège. Il faut remonter à tous les stéréotypes. Et lorsque l'on a un enseignement qui est fait principalement par des littéraires, il ne faut pas se cacher qu'aujourd'hui, dans la formation des maîtres des écoles, dans la formation du primaire, eh bien, il y a peu d'hommes formés aux matières scientifiques et peu de femmes formées aux matières scientifiques. Donc forcément déjà, il y a un abord un petit peu négatif avec la science. Les garçons vont plus facilement se mettre à jouer avec des outils technologiques quand ils sont sur des thèmes qui vont les passionner. Très jeunes, que trouve-t-on sur un ordinateur ? Des jeux de course de voiture, des jeux de football, des jeux de baston divers et variés. On massacre des aliens à tous les coins de couloir dans ces jeux, ce qui ne va pas forcément passionner les jeunes filles. Donc on commence déjà à créer ce stéréotype. On va arriver dans l'école, on va déjà avoir ce décalage. On va commencer à réfléchir à son avenir, on va aller vers un conseiller d'orientation. Il y a du travail à faire dans les conseillers d'orientation aussi. Il y a encore beaucoup de travail. Et c'est un exemple dont on va dire qu'il relève du passé, puisque c'est le témoignage de 2 jeunes filles que l'on diplôme cette année. Le parrain de la promotion est Guy Mamoumani, le président du Syntec numérique. Et Guy, dans un amphi comme aujourd'hui, en train d'interroger les quelques jeunes filles qui étaient là, leur dire pourquoi est-ce que tu as fait de l'informatique, ça a été facile, comment tu es venu ? Et 2 lui ont dit non, nous ça n'a pas été simple. Parce que quand je suis allé voir mon conseiller d'orientation, il m'a dit tu veux faire quoi ? Je veux faire de l'informatique, super ! Alors, j'ai des formations de bureautique, ça va être impeccable, tu vas voir, tu vas être sur une machine tout le temps. Quant à l'autre, on lui a dit, toi, tu vas faire de la compta. Parce que quand on fait de la compta, on fait de l'informatique tout le temps. On est tout le temps derrière un ordinateur, donc c'est un vrai métier d'informaticien, la compta. Alors, cette histoire n'est plus originale, parce que Guy la raconte partout, mais c'est aussi emblématique de la façon dont se propage cette idée. On dit un dernier petit mot sur les médias. Les médias ne vont pas nous aider beaucoup non plus. À quoi ressemble déjà un informaticien, de façon générale, dans un film ? L'informaticien, s'il n'est pas geek, on ne reconnaît pas qu'il est informaticien. C'est comme le médecin, il doit avoir la blouse blanche et le stéthoscope. L'informaticien, il doit avoir les gros verres, il doit être un peu bizarre. Mais alors, si c'est une fille, elle est forcément gothique. Imaginez pas une fille qui ne soit pas gothique pour faire de l'informatique. Donc, on va encore propager ces idées, ces stéréotypes. Donc, vous voyez, on n'est pas dans un problème vraiment, quand on est arrivé dans l'enseignement supérieur, quand on a des jeunes filles qui sont là, effectivement, on va veiller à les protéger un petit peu d'erreurs de comportement. Je ne pense pas qu'il y ait de volonté de nuire, mais il peut y avoir des erreurs ou des comportements inappropriés. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que se situe le problème de la formation. Il est bien en amont. Et c'est un vrai travail à faire pour petit à petit arriver vers un véritable sentiment d'égalité devant le numérique. Alors c'est un point commun que vous avez tous les 4. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez tous entraîné dans la petite enfance et sur les bancs de l'école. Et vous me disiez, Catherine Reicher, il faut tout reprendre à la base. Qu'est-ce que c'est la base ? Alors, je vais vous raconter. Moi, j'ai une fille qui a donc 10 ans, qui était un garçon manqué. Et qui très longtemps m'a dit « je voudrais être un garçon, j'aurais voulu être un garçon, pourquoi je ne suis pas un garçon ?» etc. Et donc je lui disais « pourquoi veux-tu être un garçon ?» Elle me dit « parce qu'à l'école, les garçons ne veulent pas jouer avec moi au foot. Et que si j'étais un garçon, je pourrais jouer avec eux. » Donc je me suis vue lui répondre sans m'en rendre compte « ma chérie, marque un but, sois très bonne et ils voudront que tu joues avec eux. » Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit « c'est quand même terrible. » Parce que c'est exactement ce qui se passe dans la vie. C'est qu'une femme, pour qu'on lui laisse la place, il faut qu'elle soit très bonne, sinon elle n'a pas sa place. Et voilà. Et donc, ce qui veut dire que de façon très inconsciente, on porte tous des stéréotypes. Et Dieu sait si j'essaye de m'en défendre là-dessus. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement vigilant et que ça commence dès l'école maternelle. Où on est dans des stéréotypes, maman est en cuisine, papa lit le journal, enfin bon, ça a peut-être évolué, papa lit sa tablette numérique, mais voilà, il faut déjà faire un effort sur soi pour pas rentrer dans ces stéréotypes et après
qu'est-ce que je réponds à ma fille qui me dit « les garçons ne veulent pas jouer avec moi ». C'est une réalité qu'elle vit et qui fait qu'au final, elle voit déjà qu'il y a bien une différence qui est faite dès le plus jeune âge entre les garçons et les filles. Donc voilà, je pense qu'après, c'est le rôle à l'école. Il y a des initiatives qui sont prises et c'est important. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans les écoles pour justement casser ces stéréotypes. Mais c'est le rôle de chacun. On a tous, j'imagine, des anecdotes dans ce genre-là, où de façon assez inconsciente, on a des réactions comme ça qui font que les enfants vont s'inscrire dans cette logique. Les filles sont pas bonnes en maths, elles sont bonnes en littérature, en français, et on se construit un petit peu comme ça. Donc je pense que ça commence dès le plus jeune âge, et là encore, c'est un peu la responsabilité de chacun de faire en sorte qu'on casse un petit peu ces stéréotypes. Je vais vous entendre sur la même question. J'ai également quelque chose à vous demander en plus. Est-ce que justement, on a parlé des conseillers d'orientation, est-ce qu'ils ne doivent pas trouver un modus operandi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème dans l'orientation des filles, on l'a entendu avec vos anecdotes, c'est-à-dire qu'on a l'impression que très tôt, le plafond de verre déjà arrive au niveau des propositions de formation. Oui, alors je vais essayer de reprendre sur le premier point, puis après j'essaierai de répondre sur le deuxième. Oui, donc les stéréotypes ont la vie dure. J'y ai moi-même fait face parce que, comme vous avez compris, j'aime bien les avions, et les avions, c'était pas tellement pour les filles. J'ai eu chaque année la remarque du conseiller d'orientation, mais c'est pas pour les filles, c'est trop dur, elle est trop timide, elle va pas y arriver, enfin, que des barrages. Bon, moi, ça a joué sur le fait que, non, c'est pas trop dur, je vais le faire. Moralité, je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait autre chose. Mais c'est vrai que ces stéréotypes, il faut vraiment lutter contre. Et je pense que les parents ont un rôle à jouer aussi, à tout moment, pour essayer de rattraper ça. Je pense qu'il y a pas mal de lycées maintenant qui ont aussi des initiatives de faire venir des femmes. On est sollicité en tant que parents. Donc les parents ont un rôle à jouer pour aussi essayer de rééquilibrer en donnant une vision de ce qu'ils font, en ouvrant le panorama. Sur ça. Les stéréotypes ont malheureusement aussi la vie dure dans l'entreprise. Donc les remarques dont vous parliez sont des remarques qu'on a encore tous les jours. Et alors quand on dit aux dirigeants, non, ça n'existe pas, mais si ça existe, c'est pas forcément méchant d'ailleurs, ça fait partie. Donc c'est aussi, il faut être vigilante, et on apprend aux femmes notamment dans le cadre du réseau Stronger, dont je suis membre du board, qui est un réseau d'employés en fait, qui permettent aux femmes de dévoiler leurs talents et de les exposer plus. En tant que talent, on fait beaucoup de sessions sur les stéréotypes et comment y répondre. Et ça, c'est important. Et je pense que ce sera important qu'on fasse ça dès tout petit, c'est-à-dire qu'on retourne pour les plus petites filles, pour les plus grandes filles et pour les femmes après, parce que c'est quelque chose d'important. Si on est préparé à ça, au bout d'un moment, on arrive à contrôler aussi. Votre deuxième question, excusez-moi, du coup, j'ai perdu le fil. Sur les conseillers d'orientation. Alors, oui, les conseillers d'orientation, je pense qu'il y a probablement aussi une méconnaissance du monde de l'entreprise. Je le fais soft, et pour les professeurs aussi, et ça, je trouve que c'est dramatique. C'est pas le cas. Moi qui travaille à l'international, j'ai travaillé avec l'université de Dallas aussi. C'est moins le cas sur les universités anglo-saxonnes, je trouve, où il y a plus d'échanges. C'est aussi parce qu'ils financent directement des programmes. Mais je pense qu'il faudrait arriver d'une façon ou d'une autre à faire rentrer le monde dans l'entreprise, dans l'éducation à tous les niveaux. Voilà. Yann Bonnet, sur ce sujet, est pris très à cœur, j'imagine, au Conseil national du numérique. Est-ce que vous êtes déjà sur des projets qui vont être mis en place ou sur des problématiques? Oui, alors ça bouge progressivement. Avant de répondre à la question, en fait, moi, je voudrais juste vous lire, il y a un rapport parlementaire qui est sorti là, en décembre 2015 par Catherine Coutel sur les familles numériques. Je ne vais pas vous lire, je vais vous lire juste deux phrases pour montrer d'où on part. Donc, il y a sur le chapitre sur la place des filles dans les filières scientifiques et techniques. Au XIXe siècle, les sciences étaient en pratique interdites aux filles, sous prétexte qu'elles risquaient de se dessécher, dessécher les esprits féminins. Il fallait instruire les filles afin qu'elles deviennent de bonnes maîtresses de maison,
la pensée dominante considérait les femmes comme inaptes à la science, et c'est seulement en 1924 que les programmes de l'enseignement secondaire sont devenus identiques pour les filles et les garçons. Voilà, ce commentaire. Donc on part de très loin. Malheureusement, ça ne va pas assez vite. Il y a beaucoup de choses qui a été dit. On pense effectivement qu'il faut mieux identifier les marges d'accès vers ces nouvelles opportunités numériques où il y a un certain nombre de blocages vis-à-vis des femmes. Et donc il faut effectivement agir le plus rapidement possible, probablement au niveau de la formation initiale, au primaire, au secondaire. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que c'est avant l'âge de 12 ans, en fait, que, notamment vis-à-vis du code. Après l'âge de 12 ans, je ne sais pas si avec la puberté, on rentre dans le stéréotype. Et alors qu'avant, il y a moins cet effet-là, visiblement. Et donc, du coup, il faut qu'on arrive à faire bouger l'éducation nationale. Et c'est compliqué. Alors, on essaye, on continue, on continuera en 2016. On est très motivés, comme beaucoup de monde ici, pour petit à petit bouger. Mais il faut qu'on favorise l'enseignement du code, et c'est essentiel. C'est comme apprendre à lire et écrire ou comprendre comment fonctionnent notamment les algorithmes. Il y a aussi toute la question, on en a parlé déjà un petit peu, mais de la représentation, du rapport à la technique, à la technologie. Et donc ça, tout bêtement, il y a des choses dans les manuels scolaires. Il faut qu'on arrive à inciter les éditeurs à représenter beaucoup plus de femmes qui représentent en fait des métiers techniques du numérique. Je donnais un exemple. Il y a quelque temps, il y avait une exposition de photos au niveau du CNAM sur les femmes présentes dans les métiers scientifiques. Il faut qu'on bouge ces idées par l'image, aussi par la télé. Il y a plein de femmes en France qui sont brillantes, bien sûr, dans les métiers du numérique. Il faut les mettre en valeur au Conseil national du numérique. Je ne vais pas toutes les citer, mais on a Marie Eklund qui est très importante dans l'écosystème de l'investissement, qui est brillante, et donc il faut la mettre en valeur. On a Lara Ruirez qui est entrepreneuse. Il faut qu'on arrive à changer ces représentations. Au niveau de l'enseignement supérieur, il y a effectivement un certain nombre d'initiatives, notamment des réseaux de femmes. Donc c'est important, il faut développer ça, mais il faut faire attention. Il faut pas. Moi j'ai l'impression que souvent il y a des réseaux qui sont uniquement internes entre femmes. Et ça c'est un vrai problème. Il faut l'ouvrir, il faut que ça soit mixte, parce que sinon il y a des effets qui sont vraiment négatifs par la suite, quoi. Donc du coup, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc nous, on va continuer à s'intéresser plus fortement sur cette thématique-là pour un peu bouger nos politiques pour que ça fonctionne mieux. J'aimerais qu'on parle, Joël Courtois, justement de ces réseaux. Est-ce que ça existe au sein de l'EPITA? Est-ce que les femmes qui sortent diplômées de votre école vont voir les futurs diplômés? Et est-ce que les futurs diplômés vont dans les écoles pour présenter justement les métiers? Est-ce que justement vous n'essayez pas de créer ce genre de rôle modèle dont on parle un peu depuis tout à l'heure? Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a le trophée Excellencia que nous avons créé il y a une dizaine d'années pour promouvoir justement les femmes ingénieurs high-tech. Mais pour la petite histoire, nous l'avons créé en 2004 ou 2005, 2005 peut-être, avec le support de Microsoft, avec le support du ministère de la Parité, avec quelques grandes entreprises. Ça a été alors le désert total du côté du relais des médias. Ça n'intéressait absolument personne, mais rien. Le désert. 3 lignes quelque part, parce que notre service com a toujours quelques amis dans des journaux pour dire « passe-moi ce communiqué de presse, s'il te plaît, ça me ferait plaisir ». Mais par ça ne serait pas passé. Hein. Quant à avoir un relais télé ou un relais radio, inimaginable. Et pourtant, on arrivait à faire la remise des prix directement dans un ministère. Nous l'avons fait avec Claudie Aigneret à la Cité des Sciences. Et relais médiatique, nul. Là, il commence à se passer quelque chose. Depuis, je dirais, 3 ans, il commence à y avoir un intérêt. Nous avons Axel Lemaire dans le secrétariat d'État au numérique. Elle était présente
aux dernières remises des prix du trophée Excellencia. Du fait de sa présence, on a vu arriver un petit peu la French Tech derrière elle, et puis on commence à voir des femmes à la tête de start-up avec de belles réussites. Elle devient même vitrine, on ne va pas la citer, mais il y a une jeune femme à la tête d'une société dont le nom ressemble à un fruit exotique, qui fait de la pub pour une compagnie d'aviation. Enfin, vous voyez, ça devient vraiment une vitrine. Donc, il est en train de se passer quelque chose. Les médias, ils sont plus sensibles, le relais d'information se fait. Mais on a un tel handicap, il y a de tels stéréotypes à briser, comme on l'a indiqué tout à l'heure, que ça va prendre encore beaucoup de temps. Alors des jeunes filles de l'école s'y impliquent. Elles ont créé une association, Synergie, qui est là justement pour la promotion des métiers du numérique auprès des jeunes femmes. Elles font des actions dans les lycées. Il y a aussi également des garçons qui font partie de cette association, et qui jouent ce rôle également d'information pour aller le plus tôt possible passer la bonne parole. Et je crois qu'on en a besoin de cette démarche volontariste. On ne peut pas se contenter de se dire « ça va venir ». Non, ça ne viendra pas tout seul. Il y a trop de choses à casser. Donc il faut avoir une démarche volontariste. Alors, je ne suis pas pour les systèmes de quotas, quel que soit le domaine. Je trouve que le quota n'est jamais quelque chose de très sain. Mais il faut une action de fond qui fait qu'il n'y aura pas besoin de ce quota. Et si on revient sur le thème même de la conférence d'aujourd'hui, qui est le digital, une femme, une chance pour les femmes, oui, c'est le moment pour le faire. Puisque l'on est dans ce changement de contexte économique, on est dans ce changement de métier. Certes, il y a depuis longtemps des femmes transporteurs routiers qui se débrouillent pour changer les roues de camion, même si c'est pas très simple. Mais dans le numérique, il n'y a quand même aucune raison de se dire qu'il y a un blocage par rapport au domaine. Cette nouvelle économique, il n'y a pas de contre-indication médicale particulière à ce qu'une femme travaille sur un ordinateur. Mais pourtant, la plupart des réussites de start-up, même prenez au hasard une start-up qui vend des chaussures avec un très brillant succès, pourquoi est-ce que ce n'est pas une femme qui a été à l'idée d'un marché où les clients sont principalement des femmes? Il a quand même fallu que ce soit un homme qui le lance. Donc, quelque part, il y a encore un travail énorme à faire, et nous devons avoir cette démarche volontariste, hommes compris, quand je dis nous, hommes compris, parce que nous pénalisons, toute la société se pénalise en n'ayant pas cet équilibre. Donc effectivement, on encourage les jeunes filles à aller dans les lycées, nous réservons un accueil particulier aux jeunes filles lorsque nous faisons des journées portes ouvertes. Ça peut paraître un petit peu idiot, mais on va effectivement faire qu'une jeune fille qui vient visiter l'école soit accompagnée par une autre jeune fille. Toujours cette exemplarité de dire, ben voilà, moi je l'ai vécu, c'est pas toujours simple, tu verras, tous les garçons ne sont pas encore totalement achevés, il y a encore un peu de travail de finition à faire, mais ça va bien se passer malgré tout. Et puis, il y a aussi des petits avantages dans cette disparité. Un garçon timide qui arrivait quand même une école d'ingénieur, c'est un petit peu dur, des classes préparatoires, c'est un petit peu hard. Un garçon un peu timide peut se retrouver un petit peu isolé, et si les enseignants ne l'identifient pas tout de suite, peut se retrouver un petit peu en difficulté. Une jeune fille, même très timide, va avoir un soutien constant. Donc il faut qu'elle joue aussi de ses avantages dans la situation actuelle pour aller progresser, pour passer ce message de dire c'est faisable. Croyez-y, c'est faisable, on est en train de le faire, c'est possible, c'est le moment de le faire. Et donc c'est une vraie chance maintenant, sans quoi on est parti pour une société qui va quand même durer un certain temps. Partir d'un mauvais pied maintenant, c'est se dire que pendant, là on a mis 80 ans à accepter des femmes dans l'enseignement de la technologie, là on va repartir pour quoi? Pour 40 ans, 50 ans d'une société déséquilibrée. C'est pas acceptable. L'importance des rôles modèles. On va entendre Catherine Reichter sur ce sujet et on vous entendra ensuite. La patronne de Yahoo, Marissa Mayer, est une femme. Un rôle modèle, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, moi je trouve que c'est très important d'avoir ces rôles modèles, qu'ils le veuillent ou non, parce qu'après
une démarche qui est individuelle, mais effectivement, ça montre que les métiers tech sont ouverts aux femmes, qu'on peut être dirigeante d'une des plus grosses boîtes de la tech. Donc c'est forcément un rôle modèle. Et des rôles modèles, nous on en a plein. Je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup de femmes qui sont à des postes d'encadrement. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les femmes sont tout autant capables que les hommes. Je veux dire, ça montre ça aux femmes qui travaillent chez Yahoo et ailleurs. Et ça, je veux dire, en interne, on peut aller dans la situation quasi idéale, c'est-à-dire où l'attribution d'un poste n'a rien à voir avec le genre. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on vit, c'est-à-dire que vous soyez une femme, un homme, si vous êtes compétent pour le poste, on va vous le proposer. Et moi, j'ai vu des femmes enceintes, ça se voyait, personne n'était dupe, qui ont eu des promotions sur des hauts postes, à des fonctions régionales, et ça s'est très bien passé. Elles sont parties en congé maternité, elles sont revenues, la boîte a continué à fonctionner très bien. Tout d'un coup, voilà, le fait que ce soit une femme, qu'elle ait une vie personnelle à mener et qui inclut des enfants, n'est plus une question. On ne va pas se dire, oh là là, elle a 30 ans, elle va faire un enfant, là, ça va être galère, etc. Voilà. Et ça veut dire que c'est un petit peu le monde idéal, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça n'a plus rien à voir avec qui vous êtes, quelle est votre situation familiale, etc. Et après, il y a aussi un rôle de sorte de mentoring. Et nous, on en discute avec toutes ces femmes aussi qui ont ces fonctions d'encadrement. C'est-à-dire que quand une femme n'ose pas, parce qu'on peut aussi avoir des craintes, justement, pas arriver à faire front avec sa vie personnelle, c'est compliqué d'avoir des enfants et d'avoir un métier impliquant et avec de hautes responsabilités. Les femmes ont aussi cette capacité à discuter et puis à dire, écoute, tu vas y arriver, on va trouver des solutions, enfin, à pousser un petit peu, à aider celles qui osent moins à y aller, parce que c'est surtout en fait une question d'oser. Donc c'est vrai que le rôle modèle, moi je trouve qu'il est très important. Et ce qui se passe, alors nous on n'a pas de fonction ingénieur ici en France, mais on a beaucoup d'activités, d'initiatives qui sont menées dans notre siège à Sunnyvale en Californie pour justement montrer l'exemple. Donc ça veut dire accueillir des écoles avec des filles notamment pour leur faire rencontrer des ingénieurs femmes, toutes ces femmes qui sont dans ces milieux tech, et pour leur montrer ce que je disais tout à l'heure, que c'est pas ennuyeux, que c'est accessible, et voilà, avoir de la pédagogie avec elles. Et c'est un peu aussi, c'est pas que des rôles modèles, mais c'est aussi pousser des initiatives et faire du mentoring qui peut faire bouger les lignes. Alors très rapidement, avant de répondre aux questions de la salle, j'aimerais vous entendre tous une dernière fois. Le numérique, une chance pour les femmes, en quelques mots et très vite. Qu'est-ce que vous auriez à dire pour conclure? Oui, donc on a parlé aussi des métiers donc dans le numérique. Je voudrais aussi parler du numérique pour faciliter la vie des femmes. Dans notre groupe, on est très adepte du télétravail. Qui est quand même, et de tous les outils multimédia possibles, webcast, je dirais instant vidéo, etc., qui facilitent énormément la vie parce que ça apporte une flexibilité. Moi qui travaille à l'international, ça va de la Nouvelle-Zélande à 5h du matin aux États-Unis assez tard le soir, et ça permet aussi de faire plein de choses entre tout ça. Et donc, je pense qu'il y a aussi les outils numériques en tant que tels qui vont pouvoir aider à la fois les hommes et les femmes dans la flexibilité de leur vie, ce qui rapporte énormément à l'entreprise parce que ça amène des facteurs de motivation, ça amène aussi de la productivité qui, je trouve, est grandement augmentée. Voilà, je vais m'arrêter là. Yann Bonnet. Oui, totalement. Le numérique est une chance pour les femmes. Il se passe quelque chose en fait partout dans le monde, notamment en France. Moi, quand je suis sorti d'école d'ingénieur, il n'y avait pas cette effervescence. Quand je me balade dans les incubateurs, il y a une sorte de créativité. Il y a plein de jeunes qui veulent innover, proposer de nouveaux services. Et c'est pas tous les jours qu'on a le moyen en fait d'inventer le futur. On est en train de vivre une période qui parfois fait peur, mais il faut qu'on arrive à saisir ces nouvelles
nouvelles opportunités. Et moi, je pense qu'il faut voir le numérique comme quelque chose qui va redonner du pouvoir et redistribuer du pouvoir. Et donc, les femmes ont bien sûr toute leur place à prendre pour vivre cette révolution. Joël Courtois. Un tout petit point que l'on n'a pas évoqué, c'est que ce problème est quand même très occidental et très franco-français. Si vous allez en Inde, en Chine ou en Corée, vous n'avez pas cette discrimination. Donc on est bien sur un problème de formation, un problème de stéréotype qui remonte à la petite enfance, comme on l'a dit. Il n'y a pas de raison particulière pour que l'économie ne se développe pas dans le digital avec des hommes et des femmes. Et nous le voyons chaque année, nous avons des étudiants qui viennent de Corée passer 6 mois ou 1 an dans l'école. Ce sont toujours majoritairement des groupes de femmes. Donc c'est possible, c'est quelque chose vers lequel nous devons aller et nous devons être actifs, nous devons tous être moteurs dans cette transformation. Oui, moi je trouve que une des grandes opportunités du digital, c'est la liberté qu'il donne à chacun d'entreprendre dans le domaine qu'il veut, d'où il veut aussi. Je veux dire, on peut vivre dans la Creuse. À partir du moment où on a accès à Internet, on peut monter son business. Ça veut dire aussi c'est l'accès pour des femmes qui préfèrent rester chez elles, qui font des choix ou autres, mais qui peuvent aussi avoir une activité annexe. Donc je trouve que le digital, c'est de la liberté, de l'innovation, de la créativité qui peuvent s'exprimer et qui sont autant de chances pour les femmes. Je passe donc la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour Pascal Auger, je suis vice-présidente des ingénieurs et scientifiques d'Île-de-France. Donc les sujets de digital nous intéressent tout particulièrement et le sujet des femmes aussi, puisque même si on a un pourcentage légèrement supérieur sur la moyenne, comme vous le dites, ça reste encore un axe de progrès. Moi j'avais 3 observations et je rejoins beaucoup ce qui a été dit. Un, ça commence à la petite enfance. D'ailleurs Thales et la Fondation Thales a lancé un appel d'offres auprès d'un certain nombre d'associations pour développer en fait un travail avec des enseignants, des parents et des psychologues sur comment amorcer je dirais, cette sensibilisation au plus jeune âge. Et moi-même, ayant une fille, j'ai vécu exactement la même expérience. À 8 ans, je lui ai dit, écoute, moi j'en ai marre de voir des fées aux anniversaires, donc on va faire un anniversaire scientifique. Et elle m'a dit, oh, t'y penses pas, plus aucune de mes copines ne me parlera. Bon. Alors, je me suis dit, ça commence vraiment tôt, parce qu'elle avait 8 ans. Donc, ça m'a un peu inquiétée, d'ailleurs, parce que je me suis dit, est-ce que j'aurais véhiculé un stéréotype inconsciemment ? Mais bon, c'est pas le cas. Donc, c'est vrai que ça doit commencer très tôt. Après, moi, j'ai un deuxième point. C'est vrai que les enseignants, les conseillers d'orientation doivent être sensibilisés à ces métiers-là. Et malheureusement, je pense qu'il y a un énorme gap. J'ai moi-même, en tant que parent bénévole, postulé pour animer des sessions auprès d'élèves de première terminale. On m'a jamais rappelé. Hein. Ils ont fait une session sur les avocats, les médecins, les journalistes, les médias, le marketing. Moi, j'ai rappelé 2 fois la personne organisatrice. On m'a dit non, on ne pense pas que ça va intéresser les élèves. J'ai pourtant les métiers d'ingénieur, il y en a beaucoup, mais bon. Donc il y a une sorte un petit peu de côté éducation qui me sort. Et puis un point qu'on n'a pas évoqué, mais ça moi je l'ai constaté dans certaines écoles, je dirais qui ont vocation à développer des métiers scientifiques. On a 6 classes. Et alors, il y a une grande mode, quand on arrive en secondaire, on sépare les garçons et les filles pour qu'ils soient plus concentrés. Il y a 4 classes de garçons d'un côté, 2 classes de filles. Donc, on fabrique artificiellement, et il n'y en a pas 3 et 3, on fabrique artificiellement un nombre plus important de garçons dès la 6e vers les métiers scientifiques. Et ça, ce sont des pratiques qui sont tout à fait inéquitables. Donc, je pense que ce serait très intéressant de reprendre un certain nombre de lycées assez connus dans la région parisienne qui, sous prétexte de séparer filles et garçons, moi je ne discute pas le principe, pourquoi pas, je ne suis pas une experte, mais mettre 4 classes de garçons et 2 classes de filles, moi j'aurais mis 3 et 3 personnellement. Voilà, donc ça c'est juste un petit point. Et le 3e point, c'est sur les différences salariales. Alors les différences salariales, c'est une réalité. Moi j'étais vice-présidente chez Capgemini dans le parcours donc société SS2I, et c'est vrai que j'ai constaté, que j'ai participé au comité de promotion, il y avait des écarts systématiques. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Alors souvent, ça vient effectivement quand même par moment des aspects maternité. Alors 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, alors là l'écart il grandit parce que avant qu'elle parte, on se dit on ne va pas l'augmenter parce qu'après elle ne sera pas là, donc à quoi ça sert ? Puis quand elle revient, elle n'a rien fait.
On ne va pas l'augmenter non plus. Alors, bon, quand ils sont entre eux, tout le monde trouve ça très normal. Et moi, j'ai dit, non, c'est pas normal, parce que c'est pas parce que tu n'es pas là que tu n'as pas évolué en maturité. Et quand on fait une augmentation salariale, il y a deux choses. Il y a une augmentation du salaire fixe, et l'augmentation du salaire fixe correspond à une augmentation de maturité. Et la maturité, c'est pas juste en restant assise derrière son bureau, devant un écran. Ça peut être en faisant beaucoup de choses. Le bonus, ça peut être discuté. Le bonus, c'est une performance individuelle à un instant T. Mais moi, j'ai assisté à des discussions épiques sur les augmentations salariales. Et c'est comme ça que l'écart se creuse, notamment, et sur de bonnes raisons. Et les quotas, alors les quotas, moi, je l'ai vécu en tant qu'administrateur. Tant qu'il n'y avait pas de quotas, les femmes administrateurs, franchement, il n'y en avait pas beaucoup. C'était soit la sœur du patron, la fille, ou sa femme, ou sa tante. Enfin bon, bref, ça tournait en famille. Quand il y a eu les quotas, il y a fallu des femmes. Donc finalement, moi, je dis, j'aime pas les quotas, mais j'aime bien les résultats des quotas. C'est qu'il y a quand même des femmes. Voilà. Merci pour votre témoignage. Yann Bonnet a envie de répondre sur la question des salaires. Ouais, non, c'est juste. Oui, c'est juste. En fait, moi, j'ai eu la chance de faire une partie de mes études en Suède. Et en Suède, moi, je trouve qu'ils ont expérimenté un dispositif, je ne sais pas si vous êtes au courant, où l'idée, c'était vis-à-vis du congé parental. Il y a une dizaine de mois de congé parental en Suède, à une condition, c'est que l'homme et la femme se partagent le congé. Et ça change beaucoup de choses, notamment c'est très bon pour l'enfant, c'est très bon pour le couple, et c'est aussi très bon pour casser un peu ce problème de plafond de verre, puisque pour l'entreprise, voilà, il n'y a plus cette différence. Donc je pense qu'on devrait regarder beaucoup plus les expérimentations qu'il y a à droite ou à gauche dans le monde pour s'en inspirer, et parfois il y a des bonnes idées aussi ailleurs qu'en France. Là-haut, je vois. Bonsoir. En fait, j'ai une petite question. Depuis le début, vous liez numérique, informatique et sciences, en nous expliquant que le numérique est une chance pour les femmes scientifiques. Alors moi, je suis scientifique de formation, j'ai des filles qui sont dans le littéraire. Je sais pas ce que j'ai fait au niveau de mon éducation. Les sciences, c'est pas passé. Donc, du coup, je m'intéresse quand même aux autres. Je me demande s'il faut absolument être scientifique pour apprendre à coder. Il y avait un très bon article dans Le Monde il y a quelque temps qui s'interrogeait sur les filières littéraires et qui disait mais vous allez avoir de la place dans le numérique parce qu'on va avoir besoin de vous dans tout ce qui est web sémantique, dans tout ce qui est gestion de contenu. Bon, mon travail, c'est la gestion de contenu, donc du coup, j'y suis sensible aussi. Dans tout ce qui est éditorialisation. Donc, c'est vrai que peut-être que les littéraires ne se sentent pas concernés par le numérique, comme il y a beaucoup de journalistes qui ont une formation littéraire. C'est peut-être pour ça que votre discours ne passe pas auprès d'eux, je ne sais pas. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Est-ce que il faut pas repenser les formations? C'est-à-dire, est-ce que on a besoin de toutes ces connaissances scientifiques pour former des codeurs, des programmeurs, des gens qui sont dans le numérique? Est-ce que justement, il faudrait pas faire évoluer les formations? Par exemple, en médecine, ils avaient des cours sur la mécanique des fluides. On se dit que c'est pas super utile pour devenir un bon médecin. Donc du coup, dans le numérique, est-ce que justement, il n'y a pas d'autres types de cours qui pourraient en fait ouvrir le champ du numérique à toutes ces femmes qui sont dans le littéraire, et on sait que les classes de littéraire, c'est 90% des femmes ou des jeunes femmes. Et est-ce que justement, ma question, ça serait pas une solution pour augmenter le nombre de femmes dans le numérique, de s'ouvrir à toutes ces réserves de femmes qui sont aussi sensibles au numérique et qui utilisent aussi des applications. Alors, votre question fait largement réagir le Conseil national du numérique par la voix de Yann Bonnet, qui va s'empresser de vous répondre. Et nous entendrons ensuite Joël Courtois sur le même sujet. Non, mais
Je souscris totalement à ce que vous dites. Alors, c'est pas du tout une histoire pour coder, il faut pas être scientifique. Et d'ailleurs, c'est en train de changer. Moi, je vois de plus en plus de profils des sociologues, ou de Sciences Po, des élèves de Sciences Po qui s'intéressent énormément au code. Et c'est en fait une compétence qui est nécessaire et qui va être de plus en plus nécessaire dans tous les secteurs. Et c'est pas du tout réservé aux ingénieurs. Là encore, c'est un truc. Mais je pense que c'est en train de changer. Ça va pas assez loin. Il faut qu'on arrive à pousser l'éducation nationale. Et c'est là encore compliqué, mais nous, on est le poil à gratter du gouvernement, donc on n'hésite pas à continuer à aller dans ce sens-là. Mais il y a un capital de compétences à développer partout pour à la fois coder, mais aussi comprendre comment ça se passe. Moi, je vois dans l'équipe de permanents du CNUM, l'équipe que j'ai recrutée, quand je regarde les profils, on a quelqu'un qui a fait justement des études de sociologie, philosophie, on a des universitaires, on a des gens qui s'intéressent, qui ont fait des études de commerce. Voilà, c'est très varié. On a besoin en fait de plein de compétences différentes et le numérique va tous nous concerner. Donc on a un besoin de compétences dans tout, à développer dans toutes les formations. Sachez, c'est très clair au niveau du conseil. Pour toi? Alors, il y a effectivement une grande diversité de métiers possibles dans le numérique. Tout le monde n'est pas ingénieur dans le numérique. Il est certain que si vous visez une formation d'ingénieur, dans la définition d'un ingénieur, il y a une formation scientifique. Donc, vous ne pouvez pas changer cette définition-là. Si vous êtes ingénieur, il y a une part scientifique. On a quand même, malgré tout, fait une expérimentation. On en saura plus dans 2-3 ans. Nous sommes associés avec 3 autres écoles d'informatique pour créer un concours destiné aux élèves de prépa BL. Alors pourquoi les BL? Parce que ce sont des littéraires, mais qui ont malgré tout un enseignement de mathématiques assez poussé et qui finalement peuvent aller vers une formation d'ingénieur. Mais si l'on quitte cette formation d'ingénieur, il y a beaucoup d'autres métiers. Vous parliez de code tout à l'heure, où on n'a pas besoin d'une formation scientifique poussée pour faire du code. On a créé là, sur ce campus une formation qui s'appelle la Coding Academy, qui est destinée à des jeunes ayant déjà un premier diplôme de niveau Bac+2, Bac+3, qui ont envie d'avoir une compétence de développeur dans leur métier, quel que soit ce métier. On a également développé sur ce campus la Web Academy, destinée à des jeunes qui n'ont pas le baccalauréat. Alors, ce que l'on appelait les décrocheurs, là, il paraît qu'il ne faut plus les appeler les décrocheurs, il y a un nouveau terme, là, je ne l'ai pas retenu, mais qui est destiné à donner une compétence dans le développement web à des jeunes qui n'avaient pas de formation, j'ai presque envie de dire pas de formation du tout. Donc il y a une graduation dans les métiers et dans les compétences techniques liées au numérique. Pour certaines, il y a besoin de formation scientifique, pour d'autres, il n'y en a pas besoin. Donc les portes sont largement ouvertes. Mais on ne remarque pas, aujourd'hui encore, une proportion de femmes beaucoup plus importante dans ces filières non scientifiques que nous avons ouvertes il y a quelques années. La proportion de femmes n'est pas beaucoup plus importante. Donc ce n'est pas purement le côté scientifique. On retombe encore sur ce que l'on a dit tout à l'heure, sur les images et les stéréotypes. Mais vous avez raison. Profitons du fait qu'il y a des jeunes bien formés, avec des compétences qui seront utilisables, en complément de leur formation à l'informatique, que ce soit en technologie web, que ce soit en analyse de données, que ce soit en codage pur. Passant le micro, je dirais qu'on aura fait un grand pas quand on mettra des ateliers de coding à l'école, que ce soit peut-être pas à la maternelle, mais en primaire déjà. On va prendre une dernière question ou un dernier témoignage. En fait, j'ai une question de Guy Mamoumani. Voilà, non, il n'est pas là, mais il vous demande si vous seriez prêt à signer Jamais sans elle, la pétition qui a été mise en ligne il y a une semaine. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est pour que les acteurs du numérique n'acceptent plus de participer à des tables rondes non paritaires. Et Yann Bonnet, en fait, par ricochet, la question vous est posée aussi. Bien sûr, excusez-moi, j'ai pris la. Bien sûr, c'est une super initiative. Il faut absolument, c'est inadmissible. Et tous les jours, quasiment, il y a des conférences sur le numérique. Et trop souvent, en fait, il n'y a que des hommes qui parlent. Et je pense que moi, effectivement, je vais signer aussi. Et je
refuserais toute table ronde où il n'y a pas de femmes, c'est clair. Catherine Reicher, d'ailleurs, a signé cette pétition. Nous sommes prêts. Alors, la pétition quand même demande une parité. Concentrons-nous déjà sur une première étape de faire qu'il n'y ait plus de table ronde sans femmes. Raconter une anecdote comme ça, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, on participe à une conférence du secteur publicitaire et donc une journée de conférence sur le programmatique. Et donc, croyant bien faire, sans doute, les organisateurs ont organisé une table ronde 100% féminine. C'était super. Pendant une demi-heure, on a donné la parole aux femmes. Elles ont pu échanger sur le programmatique entre elles. Et après, on est retourné aux choses sérieuses avec les hommes. C'était parfait. Dernière question. Alors, on a beaucoup parlé de rôle modèle ce soir. Parmi les rôles modèles qui représentent un peu le numérique tendance, qui peut même faire naître des vocations, il y a un Steve Jobs qui n'est plus là, mais qui a été très médiatisé. Il y a Zuckerberg aussi avec Facebook. Est-ce que vous avez un exemple de femme qui peut avoir une aura similaire, et est-ce que vous croyez que c'est les femmes aussi qui, quand elles ont un poste important ou quand elles ont la possibilité de le faire, ne se mettent pas autant en avant que ces modèles-là? Bon. Je vais peut-être pas complètement répondre à votre question, mais je voudrais corriger quelque chose qui me tient à cœur. Les rôles modèles, c'est pas forcément les top exécutifs des grands groupes internationaux. Les rôles modèles, c'est les femmes, les hommes aussi, mais les femmes qui sont juste à côté de vous tous les jours, qui sont formidables, qui font des choses extraordinaires, comme dans les startups ou autres. Et moi, quand je parle de rôle modèle, c'est ça. Et notamment dans le réseau Stronger que je co-dirige avec mes collègues, on a créé ce qu'on appelle le Stronger Award, c'est-à-dire ce sont les employés qui désignent eux-mêmes quelles sont les femmes formidables et de talent qui sont autour d'eux, et c'est les employés qui votent pour savoir quelles sont ces femmes. Et ça donne une dynamique homme-femme fabuleuse parce que les managers de ces femmes vont faire tout le tour de l'entreprise pour que leur candidate soit gagnante. Donc pour moi, c'est ça la notion de rôle modèle. C'est de faire ressortir, et je ne vais pas donner de nom comme ça parce que moi, j'aurais vraiment une approche qui n'est pas élitiste. On a du mal à se reconnaître. Enfin, moi, j'ai du mal à me reconnaître dans ces top executive women fabuleuses qui sont formidables, pleines de talent, très intelligentes, qui ont 4 enfants et qui arrivent à tout gérer en même temps, c'est formidable. Mais moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Je n'ai pas fait ces études, je ne suis sans doute pas aussi intelligente et je n'ai pas tous ces moyens. Donc, ce qui est important, et je pense que ça, c'est important de ne pas décourager non plus les femmes en disant « Oh là là, ça, c'est très loin ». Mais surtout que les rôles modèles, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Et c'est ça qu'il faut montrer. Et c'est ça qui est difficile aussi. Comment les voir ? Je suis d'accord. Et puis après, je trouve que chacun s'investit à sa façon. Enfin, on peut. C'est un engagement très personnel d'être sur ce sujet de la diversité, de la parité, etc. Donc, il ne faut pas mettre trop de porter quelqu'un au nu et le mettre au haut parce que, après tout, voilà, chacun porte ses combats, on va dire, et ils sont différents et je trouve que celui de la parité est quand même quelque chose d'assez personnel comme engagement. Malheureusement, nous allons maintenant clore cette table ronde. Merci de l'avoir suivi. Le numérique, une chance pour les femmes a été proposé par les femmes de l'enseignement supérieur et de la recherche et préparé par Rachel Nulance et ses équipes de chez Brains Agency. Merci à Astrid de Cazalet qui a assuré la captation de cette soirée, et à Epita pour son accueil. N'hésitez pas à aller suivre cette conférence sur Internet. Je terminerai par ailleurs par une citation de Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, qui résonne particulièrement ce soir. À notre époque, même une seule voix peut être entendue partout dans le monde. Ce soir, on a essayé de faire entendre celle de la parité. Merci à vous tous.